Cette vidéo spoil la saison 2 d'Arcane. Arcane est terminé. Après 2 saisons, l'histoire s'est conclue dans un final explosif où tous les personnages qu'on a vu grandir et évoluer s'affrontent et sauvent l'humanité à la dernière minute, ou plutôt aux 4 dernières secondes. Mais voyons voir ce qu'en a pensé Internet. C'est la meilleure série du monde! C'est la pire série du monde! Bravo les lesbiennes! Oui, donc toujours dans la mesure et la nuance. Bon, après ma très longue vidéo sur la saison 1, vous avez été nombreux à me demander mon avis sur la saison 2. Après tout, comme les avis sont divisés, il vous faut un guide pour savoir quoi penser. Je vais donc vous mener vers la glorieuse évolution de votre analyse de la série. On va pas entrer dans les détails comme pour la saison 1. Je l'ai dit, j'ai besoin de temps pour digérer l'œuvre avant de me lancer dans une analyse scène par scène. Ici, je vais plutôt revenir sur quelques points notables, des choses qui m'ont marqué et qui me semblent intéressantes à analyser. Et surtout, une erreur fatale qui peut expliquer les nombreux spectateurs déçus par cette saison 2. Mais vu que vous avez réclamé à tout prix mon avis, le voici. Moi j'ai adoré. Visualisez-moi comme un chien à la fenêtre d'une voiture devant Arcane. Wouh! C'est de la balle! J'étais à fond devant le truc, j'ai fait un voyage émotionnel de dingue, mon cœur a été brisé une demi-douzaine de fois, et ma vie n'a plus aucun sens depuis. Alors même si je reconnais des faiblesses d'écriture et un énorme coup manqué dans le récit, je ne considère pas que cette saison 2 est un échec. Ça n'a pas marché. Elle est tout au plus légèrement en dessous de la saison 1. Quand je reçois des commentaires qui me disent qu'elle a complètement ruiné la série, je peux pas trop les prendre au sérieux. Vous êtes cet élève qui dit « J'ai raté l'examen et ma vie est foutue alors que vous avez eu 18 !» Par contre, je peux comprendre qu'on dise « J'ai moins aimé, j'ai trouvé ça un peu bancal, j'ai eu du mal, j'ai été déçu », parce que cette saison 2 a un certain nombre de points faibles. Et on va commencer par ça. La saison 1 tourne autour de nombreux personnages, mais le cœur du récit, c'est 2 sœurs, Vi et Jinx. Le cœur émotionnel de l'histoire tourne autour de leurs relations qui se déchirent, leur tentative de se réunir, et la déchirure finale dont les conséquences sont terribles pour tout le monde. C'est ces conséquences qui sont la base de la saison 2, tous les événements découlent de l'attaque de Jinx sur le conseil. Mais la saison 2 n'a plus cette colonne vertébrale qui portait l'histoire. La relation entre Vi et Jinx, même si elle sera encore chamboulée, n'est plus ce autour de quoi l'histoire est construite. De l'histoire principale, ça devient une histoire secondaire. Le récit de la saison 2 se tourne vers les autres personnages. Victor, Jace, Mel et Echo ont un rôle plus important dans l'intrigue que Vi et Jinx. Mais Vi et Jinx sont toujours les principales protagonistes. Beaucoup de temps leur est consacré et la majorité des grands moments d'émotion de la saison les impliquent. D'ailleurs, je trouve qu'ils fonctionnent majoritairement très bien. Mais il y a un décalage entre ce que le récit veut raconter et la façon dont il le raconte. Là où Jinx était le moteur de presque tous les événements majeurs de la saison 1, elle est prise dans un récit plus personnel et à plus petite échelle dès le 2e acte de la saison 2. Attendez, on va faire un truc parce que sinon ça va être chiant. À partir de maintenant, les actes de la saison 2 seront qualifiés d'actes 4, 5 et 6. Ce sera plus simple. Donc à partir de l'acte 5, Jinx n'est plus le moteur de l'intrigue principale. On reviendra sur ce qui se passe dans son récit, mais c'est un récit B, une ligne parallèle qui suit l'intrigue A. Le fait est que la saison 2 tourne moins autour des personnages de Jinx et Vi, ce qui est tout à fait acceptable, mais qu'elle leur accorde tout de même énormément de temps d'écran, et ça c'est déjà plus problématique, notamment en termes de rythme. Surtout que cette saison veut raconter beaucoup de choses. Par exemple, elle accorde une intrigue complète à Mel, qui passe d'un rôle plutôt secondaire à un rôle principal dans la saison 2. Elle va découvrir ses pouvoirs et ses origines, et prendre sa place dans le conflit principal de la saison. Et je trouve que c'est un des gros points faibles de la saison. Premièrement, parce que Mel est mise de côté pendant une bonne partie du récit, capturée par la Rose Noire. C'est con, mais ça la place dans une position particulière narrativement. Elle ne participe pas aux événements majeurs jusqu'à son retour dans l'acte 6. C'est pas grave en soi, mais le problème c'est que ça bouffe sur sa relation privilégiée avec l'antagoniste principal de la saison, c'est-à-dire sa mère. Comme Mel est absente, le récit développe une relation entre Ambessa et Caitlyn à la place, et donc à la fin de la saison, la résolution du conflit avec Ambessa implique Mel et Caitlyn. Et en devant partager la conclusion émotionnelle de l'arc entre 2 personnages, dont une qui a passé plus de temps dans le récit à se développer, Mel est un peu mise de côté dans sa propre histoire. Et quand c'est elle qui vainc Ambessa, on ne récolte pas la tension dramatique construite entre Ambessa et Caitlyn. Ce qui est d'autant plus dommage que Caitlyn a déjà beaucoup de choses à faire dans la saison. Elle est au cœur de l'intrigue, sa relation avec Vi est un des éléments les plus importants. Lui rajouter en plus cette relation de mentor et disciple avec Ambessa, c'était pas nécessaire. Et ça se fait au détriment de Mel et de son grand climax. Et le rythme souffre pas mal de décisions étranges, ce qui à mon sens a notamment fait beaucoup de mal au personnage de Warwick. Je dis souvent que faire revenir un personnage mort dans un récit, c'est tuer la mort. C'est amoindrir l'importance de la chose la plus importante narrativement. Alors, de base, faire revenir Vander, même transformé en monstre, c'est un risque narratif non négligeable. Je dirais que sur beaucoup de points, le risque a payé. Ils ont réussi à en tirer des grands moments d'émotion et un point d'espoir dévastateur au tournant du récit. Et puis, ils ont tout balayé d'un coup.
C'est terrible, mais je trouve que c'est une décision incompréhensible d'avoir placé l'effacement de la personnalité de Vander à la fin de l'épisode 8. Déjà parce que ça retire un climax émotionnel à la fin du récit. Il n'y a plus aucune tension sur le retour de Vander dans le tout dernier épisode. Ce qui, à mon sens, fait de l'affrontement final entre Vi, Jinx et Warwick un combat assez vide. Et quand toutes les scènes finales de l'acte 4 montraient la naissance du personnage, quand le cœur émotionnel de l'acte 5 tournait autour de sa potentielle guérison, c'est très bizarre de régler ça à la fin de l'épisode 8. Le récit accorde énormément d'importance et de temps à la question dramatique « Vander peut-il être sauvé ?» Tout ça pour répondre « non ». On enchaîne. Et pire, sans même qu'on puisse avoir la réaction de ses filles. Je fais un peu de la fanfiction, mais ça aurait été intéressant qu'au moins une des deux soit au courant que Vander a disparu pour de bon. Il y aurait eu un potentiel dramatique à explorer. Ici, on balaie la tension au profit de l'action, ce qu'on peut reprocher à tout le dernier acte, mais on y reviendra. Avant de parler de l'erreur fatale de la saison 2, j'aimerais quand même revenir sur les points forts de cette dernière. Parce que c'est facile de voir que le négatif, alors que, comme je l'ai dit, j'ai adoré cette saison. Déjà, visuellement, elle est magnifique. La saison 1 était déjà un 10 sur 10 à ce niveau, mais la saison 2 est un 20 sur 10. Mais n'allez pas croire que j'ai juste apprécié parce que c'est beau. L'écriture aussi est bien, peut-être en dessous de la saison 1, mais il y a des choses qui marchent, et même des choses qui marchent très bien. À commencer par le duo au cœur de l'intrigue de cette saison, Jace et Victor. S'ils étaient plutôt secondaires dans la saison 1, passant après le duo Vi-Jinx, ils sont clairement les personnages principaux de la saison 2. Entre Jace qui brise la promesse faite à Victor en utilisant le X-Core pour le sauver au lieu de le détruire, initiant l'intrigue principale de la saison, Victor qui devient un messie et réalise son objectif de sauver Zone, le mystère de Jace qui apparaît soudainement pour tuer Victor, la révélation que ce dernier va tout détruire dans sa quête de glorieuse évolution, c'est le cœur de la saison 2 et ça marche très bien. Je suis pas forcément très fan de la révélation comme quoi Victor était le mage qui a sauvé Jace enfant, je trouve que ça fait un petit peu twist forcé. Genre il fallait à tout prix une révélation. Mais ça me dérange pas plus que ça. J'apprécie la métamorphose en miroir des deux personnages. Tandis que Victor devient un sauveur aimé de Zone, comme Jace l'était devenu pour Piltover dans la saison 1, ce dernier se casse la jambe et doit utiliser son marteau comme une canne, et il va littéralement gravir la fissure pour rejoindre le sommet de Piltover, tout comme Victor est un enfant de la fissure qui a gravi les échelons. Les deux personnages subissent une métamorphose, deviennent une version déformée l'un de l'autre, et c'est ce qui leur permet à la fin de se comprendre et de régler le souci. C'est un très bel arc thématique pour Jace et Victor, et ça fonctionne. Un autre arc thématique qui explore la même idée mais avec une conclusion plus tragique, c'est celui de Jinx et Isha. En adoptant cette nouvelle petite sœur, Jinx se retrouve sans s'en rendre compte dans le rôle que Vi avait pour elle. Elle découvre et comprend ainsi ce que Vi ressentait en voulant protéger une petite fille qui n'en fait qu'à sa tête et se met en danger. Avec cette nouvelle compréhension, elle fait alors le premier pas pour se rapprocher de Vi et essayer de réparer la famille qu'elle a brisée. Jinx avait besoin de devenir une grande sœur pour comprendre Vi. Et en miroir d'ailleurs, Vi va vivre la trahison et l'abandon que Jinx a connu, en étant rejetée par Caitlyn. Les deux sœurs vont vivre des expériences similaires qui vont les rapprocher et donner une chance à leur famille. Malheureusement, Arcane étant Arcane, ça ne va pas durer. Le sacrifice d'Isha brise à nouveau la famille et achève de plonger Jinx dans sa dépression, la poussant à mettre fin à ses jours. Et pour finir, sans doute le plus gros point fort de la saison 2, la métamorphose d'Echo, envoyée dans une autre réalité dans l'épisode le plus déchirant de la série. Celui qui nous fait mal non pas parce qu'il se passe des choses horribles, mais parce qu'il nous montre un monde où les choses vont mieux. Cette réalité parallèle illustre exactement le message principal de la saison 1, l'idée que le progrès social est plus important que le progrès technologique. Dans cet univers, Vi est morte dans l'explosion du laboratoire. La Hextech n'a jamais été inventée, les relations entre Zone et Piltover se sont arrangées, menant à un partage des richesses. Le tout sans doute poussé par Heimerdinger, renvoyé dans le passé et ayant pu influencer les décisions politiques de ce monde. Dans ce monde, une seule mort tragique a suffi pour que les gens se disent assez. Et sans la promesse d'une technologie qui résoudrait tous les problèmes, ils ont travaillé dessus. Le pont entre Zone et Piltover est un lieu de vie et d'échange. Les Zoniens sont sortis de la misère, personne à part Vi n'est mort. Silco et Vander se sont pardonnés et Powder est resté Powder. Cet épisode est parfait parce qu'il est beau, mais surtout parce qu'il offre une vision claire de la thématique principale. La division entre la ville basse et la ville haute est le cœur d'Arcane et cet épisode le comprend très bien. Alors, pourquoi les deux derniers l'oublient ? Je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la saison 1, c'est une histoire de dualité, de miroir, entre ses personnages mais aussi au niveau de son univers. Tout
Toute l'histoire est construite sur cette division entre Piltover et Zone. C'est un récit qui parle d'inégalité et de conflit social. La conclusion de la saison 1, c'est littéralement Jinx qui commet un attentat révolutionnaire. Le contexte social d'Arcane est la source de tous les conflits de l'histoire. C'est le cœur du récit, le tout premier plan de la série, c'est le pont entre les deux villes en flammes. Toute l'histoire se construit autour de cette division, des tensions qu'elle crée, de la violence crasse nécessaire au changement, de la réponse autoritaire face à cette violence. Tout est construit autour d'un conflit entre deux factions qui n'a besoin que d'une étincelle pour éclater. Et si Arcane nous a habitués à une chose, c'est aux explosions causées par les personnages. C'est à voir les conséquences directes des choix et des décisions des protagonistes. Alors pourquoi c'est pas ça qui se passe? La saison 2 commence pourtant clairement en continuant sur cette lancée. On a Caitlyn et Vi qui gazent littéralement Zone pour retrouver Jinx dans l'acte 4. Dans l'acte 5, Caitlyn établit une dictature fasciste et essaye d'écraser les révolutionnaires admirateurs de Jinx. Et dans l'acte 6, tout le monde chante Kumbaya et se tient la main pour sauver le monde? Comment ça, mon ref? Bon, on pourrait reprocher une lâcheté politique à la série, un refus de se ranger d'un côté ou de l'autre du récit de peur de s'aliéner une partie de l'audience. Mais est-ce vraiment étonnant de la part d'une franchise grand public? Non. Sauf qu'au-delà de la politique, on va pas prétendre que c'est pas un échec narratif. C'est littéralement échouer à raconter l'histoire. On peut pas résoudre un conflit entre deux factions en introduisant une nouvelle menace qui les force à s'unir contre leur gré. Plus précisément, on peut faire ça, mais c'est pas une résolution. C'est une pause, c'est un changement dans l'ordre des priorités. Ok, Ambessa et Victor vont détruire le monde, on doit s'allier pour arrêter ça, c'est logique. Mais ça veut pas dire qu'on oublie les souffrances et les inégalités passées. On peut pas balayer tout un conflit multigénérationnel comme ça, c'est ridicule. Ce qui fait qu'on reste sur notre faim, c'est qu'à la conclusion du récit, la question principale sur laquelle est construite la série n'a pas été adressée. Elle a été mise de côté le temps d'un gros climax d'action. Et c'est pas en donnant un siège à Sevika au conseil dans le montage musical de fin qu'on va être satisfait. Y a aucune catharsis au conflit principal de l'histoire. C'est un problème. Je m'en fous que Piltover ou Zone gagne ou aucun des deux, que ça se finisse bien ou mal. Je veux que ça se finisse, qu'il y ait une conclusion, même une fin ouverte. Mais qu'on adresse la question principale du récit, c'est quand même essentiel. Surtout quand on a un épisode entier de la série qui nous propose une réponse à cette question dans un univers parallèle. Et puis, même si la conclusion c'était on se bat tous ensemble et on oublie les erreurs du passé, on pardonne, etc., il y a quand même un petit truc qui me dérange. Dans le combat final, tous les actes héroïques importants sont faits par des personnages de Piltover, à l'exception de l'intervention finale d'Echo. C'est Mel et Caitlyn qui vainquent Ambessa, c'est Jace qui persuade Victor d'arrêter. Echo fait un assist, rien de plus. Quant à Vi et Jinx, elles se battent dans leur coin avec Warwick. C'est littéralement un affrontement entre trois Zoniens. Donc non contents d'être forcés de se ranger du côté de Piltover, les Zoniens ne servent presque à rien. Narrativement, c'est vraiment pas terrible. D'autant que ce qui permet à Echo d'aider, c'est une antithèse de son arc. Il sauve le monde à l'aide d'un progrès technologique. Ce personnage qui se bat depuis le début pour le progrès social, dans une histoire qui nous a montré à plusieurs reprises qu'il est plus important que le progrès technologique, sauve le monde grâce à une innovation technologique. C'est fou, on dirait que les deux derniers épisodes ont été écrits par d'autres scénaristes tellement ils dénotent thématiquement avec le reste de la série. Le coup de la menace extérieure est une erreur fatale pour Arcane. Je suis d'avis qu'en règle générale, c'est un choix narratif très faible. C'est littéralement éviter de résoudre le conflit central d'une histoire. C'est comme si dans Star Wars, une troisième faction débarquait à la fin du film et que les rebelles et l'Empire devaient s'allier pour sauver la galaxie avec l'étoile noire. C'est passer à côté du cœur de l'histoire et c'est complètement ignorer les conséquences des actions des personnages. Caitlyn est devenue une dictatrice, mais il suffit qu'elle aide Vi une fois pour avoir droit à une session prison gazon. Je suis désolé, mais aussi iconique soit cette scène, et Fortige, vous devez faire fuiter la version longue, c'est un peu léger narrativement. Surtout que la saison soulève la thématique du pardon, ce qui est super. On apprend que le conflit aurait pu se régler si Silco avait reçu la lettre où Vander lui demandait le pardon. Grâce à sa visite dans un monde parallèle, Echo pardonne Jinx, et donc Vi pardonne Caitlyn. Tout ça c'est super, mais c'est franchement léger. Autant dans le cas de Silco et Vander où il y avait des torts comparables des deux côtés, je veux bien. Echo fait un voyage dans une réalité parallèle qui lui offre un autre regard sur le monde et il retrouve Jinx sur le point de se suicider, ayant payé les conséquences de ses actes. Encore une fois, il y a eu repentance qui peut mener au pardon. Il y a eu une leçon d'apprise. Mais Vi n'a jamais rien fait de mal à Caitlyn, si ce n'est l'empêcher de potentiellement tuer une enfant, tandis que Caitlyn a clairement mal agi envers elle et envers Zone. Mais comme elle se retourne contre Ambessa, elle est pardonnée. J'ai l'impression que dans Arcane, la repentance, c'est que pour les pauvres. De mon point de vue, Caitlyn ne fait pas face aux conséquences de ses actes. Elle est poussée par des événements extérieurs à réévaluer ses choix, mais elle n'en paye pas le prix. Ok, elle perd un œil dans le combat final, mais à ce moment-là, elle a déjà été pardonnée par Vi. Et pour avoir pris la tête d'une dictature fasciste, même si elle a été manipulée pour le faire, elle gagne des gens de Zone qui se battent à ses côtés. Encore une fois, elles sont où les conséquences? Je veux bien qu'il y ait du pardon, mais pour se faire pardonner, il faut se racheter. Autant que Vi la pardonne, l'amour
L'humour rend con, je veux bien. Mais les gens de Zone, ils ont pas eu de scène de sexe dans la prison. Ils ont eu du gaz et des arrestations politiques. Et ils décident quand même de se sacrifier pour aider Piltover. Oui, il y a une menace existentielle, mais c'est pas satisfaisant narrativement. Leur choix est contraint. Bref, vous l'aurez compris, je trouve que la série se finit un peu en prenant l'option de facilité. C'est un problème qui aurait pu être réglé de plein de façons. Par exemple, en embrassant l'aspect politique du conflit principal. Non, pas de politique dans mon divertissement! Mais ça, je ne l'attendais pas d'une production américaine à grand budget. Le studio d'animation est français, les scénarios ont été faits par des Américains. Par contre, j'aurais aimé au moins une conclusion à ce conflit. En vrai, vu à quel point les gens de Zone ne servaient à rien dans le combat final, ils auraient même pu refuser d'aider Caitlyn. On aurait eu des conséquences pour ces actes et une tension dramatique plus élevée, et ça aurait renforcé le poids de l'intervention d'Echo et Jinx, montrant la voie du pardon que le premier a appris dans le monde parallèle. Il y avait toutes les pièces du puzzle, il suffisait juste de les assembler sans vouloir faire du centrisme primaire. C'est con, mais en ne changeant pas grand chose, en évitant de tomber dans les mièvreries du style « on met tout de côté et on se bat ensemble face à un danger plus grand », ben on pouvait répondre à la question principale du récit. Et c'est facile pour moi d'arriver après la bataille et d'apporter les bonnes réponses, j'en ai conscience. Je suis vraiment l'inspecteur des travaux finis. Est-ce que la saison 2 aurait pu être meilleure? Oui, clairement. Est-ce qu'elle a échoué pour autant? Non, absolument pas, je maintiens, je l'ai adorée. Peut-être que je l'aimerai moins quand je la revisionnerai dans plusieurs mois, je sais pas, j'espère pas. J'aime bien aimer des trucs. Elle souffre de plus de défauts que la saison 1, mais je trouve qu'elle sublime aussi ses qualités. Si la saison 1 était une réussite de bout en bout, la saison 2 est plus en dents de scie, avec des bas plus bas, mais des hauts encore plus hauts. Donc je vais prendre le temps de l'oublier et de la redécouvrir, et on plongera plus en détail là-dedans. En attendant, pour cette vidéo qui se voulait courte, on va s'arrêter ici. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 2? Dites-le dans les commentaires et faites-moi du référencement. Oui, je vais tout lire, oui. Ça m'intéresse, l'avis des gens. Mais en vrai, je suis assez curieux de voir vos retours et votre ressenti. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je reçois régulièrement des commentaires sur mes autres réseaux sociaux qui me disent pourquoi tu fais plus de vidéos sur YouTube. Ça fait 4 semaines que j'en publie une toutes les semaines. Abonnez-vous si vous voulez les voir, j'y peux rien moi. N'hésitez pas non plus à rejoindre les Forgemos sur YouTube ou sur Patreon. Ça me permet de prendre plus de temps pour sortir des plus grosses vidéos. Le jour viendra où je ferai mon essai vidéo de 4 heures avec de la musique lo-fi. Pour la fin du mois, comme je suis en plein déménagement, qui a les fêtes, que je commence une carrière dans un autre métier, on en reparlera, je pense que je vais juste sortir des compilations. Par exemple, faire un seul montage de ma série vidéo sur Doctor Who. Si ça vous emmerde, désactivez la cloche jusqu'à janvier, y a pas de souci. Un énorme merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, je vous souhaite de joyeuses fêtes, une très bonne année. Un énorme merci à Morgan Lomenko, Pouillou, Arnaud, Billy, Radium, Laetitia, Femtom, Iwan R, le maître du Lipran, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Egolius, Kevin de Namur, Emma Ben Naïm, Arthur Burger, Zakaz, Encre de Sel, Salariel, M, Orionas, Jalvorondil, Patatar, Super Jésus 2, Azerxim, Ascetix, Leof, Jogi en Jogging, Ali, John M, Aristide Lagopi, Sanosferatu, Jérôme, Baphomat, Lust de Lust, Joe, Melectric, Solange Lafaille, Ghostities, Pam et Léo. Et on se retrouve en 2025 pour de nouvelles aventures. Tropper, out.